au commissariat. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Vous êtes retourné à Koné cet après-midi pour assister à une réunion avec le GTPE, le groupe de travail des présidents des exécutifs. Pourquoi cette réunion ? Bon, d'abord, c'était évidemment très important qu'avec le président Naotine et avec la présidente Backès, nous puissions, Jean-François Carenco et moi, évoquer la question essentielle du nickel. Vous savez que l'État français, même s'il n'a pas de compétences pour le nickel en Nouvelle-Calédonie, a versé l'équivalent de 2 milliards d'euros en 6 ans et encore très récemment a permis de faire un prêt à la SLN. Mais l'État français a aussi dit qu'il ne pourrait pas continuer à verser de l'argent sans qu'on réfléchisse à une vraie stratégie pour le nickel. Le nickel, c'est une formidable richesse pour la Nouvelle-Calédonie. C'est 25% des réserves du monde du nickel. Et pour autant, alors que les coûts remontent, c'est le seul pays qui ne gagne pas d'argent sur ce minerai. Et donc, il fallait absolument définir cette nouvelle stratégie. Monsieur le ministre, nous reviendrons sur ce dossier nickel au cours de ce journal parce que vous avez fait des annonces très fortes hier. Sur le plan politique, maintenant, c'était la relance des discussions sur l'avenir institutionnel du pays. Je vous rappelle qu'à l'issue de votre premier déplacement, il y a 3 mois, vous aviez accepté la proposition des indépendantistes de réunion bilatérale après leur congrès. Maintenant que c'est fait, est-ce que vous considérez que les conditions du dialogue à 3 sont désormais réunis? Bon, d'abord, j'ai tenu mon engagement avec Jean-François Carenco. Après être venu il y a 3 mois, je leur ai dit que je revenais au lendemain du congrès du FNKS pour tenir cette bilatérale qui s'est tenue en effet voilà 2 jours. Et c'est une très bonne chose. Alors l'État a tendu la main lors de cette réunion. Il a proposé un calendrier, il a proposé une méthode de travail, il a proposé aussi des principes. Et je crois que cette main a été serrée. Elle a été serrée par les membres du FLNKS pour la discussion, et c'est très important. Elle a aussi été serrée par les non-indépendantistes que j'ai rencontrés hier. Et donc je les invite à Paris au mois d'avril prochain pour rencontrer bien sûr les ministres, pour rencontrer la Première ministre, pour pouvoir discuter de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et pour donner enfin de la certitude à tous les Calédoniens et pour donner de la perspective à l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. On a 5 mois de travail. J'espère que nous pourrons continuer dans le même état d'esprit qui est très positif. Gérald Darmanin, pensez-vous que les uns et les autres sont prêts à discuter ou il y a encore un cadre de discussion à définir ? Alors aujourd'hui, nous avons tenu une bilatérale. Nous allons inviter, comme je vous l'ai dit, les Calédoniens, les représentants des 2 partenaires calédoniens à Paris. J'espère que nous pourrons tenir à Paris ou à Nouméa une trilatérale, une rencontre à 3, comme vous l'avez dit. Il y a beaucoup de sujets à évoquer. La tenue des provinciales avec un corps électoral qui va forcément être modifié. Il y a aussi évidemment à définir ce qu'est le droit à l'autodétermination tel qu'est prévu dans la Constitution française pour tous les peuples d'outre-mer. Et évidemment, le projet qu'on doit porter pour la Nouvelle-Calédonie, le projet économique, le projet culturel, le projet social, le projet climatique. Et évidemment, réfléchir aux institutions de la Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a une fenêtre de tir. La fenêtre de tir, c'est la réforme constitutionnelle proposée par le président de la République en début d'année 2024. Et donc, nous avons 5 mois pour travailler intensément. Le calendrier, c'est avril à Paris. Et début mai, je reviendrai ici avec le ministre Jean-François Carenco pour continuer ces discussions. Monsieur le ministre, restez avec nous. Depuis quelques mois, la situation politique est des plus contrastées. Chacun semble prêt à lancer les rencontres en bilatéral avec l'État, mais alors que le moindre dossier sur le plan local est l'objet d'oppositions systématiques. On regarde ce reportage de Bernard Lassos. J'essaye de faire le scribe intelligent. Reparti à Paris avec des promesses, le ministre délégué en sera pour ses frais. La faute à un État jugé impartial. En l'absence des indépendantistes, la convention des partenaires se résumera à sa plus simple expression. On a obtenu ce qu'on pouvait obtenir de mieux avec l'absence des indépendantistes. La venue de Gérald Darmanin en décembre n'y fera rien. C'est le FLNKS qui a repris le tempo du calendrier. Je crois que la paix vaut bien d'attendre quelques semaines. Un espace où chaque camp est occupé à peaufiner son projet. Chez les loyalistes, il s'appelle Pays intégré. Ce que les loyalistes souhaitent, c'est ancrer définitivement la Calédonie dans la France, dans un pays intégré à la République, parce que intégré dans la République française, c'est le contraire d'un État associé. Mais surtout, ils n'envisagent aucune évolution statutaire.
Aucun nouveau transfert de l'État vers la Nouvelle-Calédonie. Ni compétence régalienne, ni article 27, tout reste à l'État. Les indépendantistes, eux, ont pris le temps nécessaire au consensus entre tous les groupes. Au soir du 41e congrès du FLNKS, le message à destination de l'État est on ne peut plus clair. Il faut qu'on discute encore, il y a pas mal de choses à ajuster, mais dans l'idée, c'est d'accéder à la pleine souveraineté. Voilà. Tout sera à négocier, mais le climat social est tendu. La rue fustige le gouvernement à majorité indépendantiste sur le RUAM, alors que les loyalistes font du corps électoral un enjeu capital. Monsieur le ministre, quand les uns disent que la seule discussion qui reste ouverte, c'est l'accession à la pleine souveraineté et que pour les autres, on discute du statut de la Nouvelle-Calédonie dans la France, où l'État met-il le curseur pour permettre le dialogue? Non, mais les Calédoniens ont tranché. Après 3 référendums et 30 ans de discussion, ils ont choisi de rester dans la France. Il ne s'agit pas d'évoquer un référendum dans les mois ou dans les années qui viennent. C'est évidemment pas pour cela que nous sommes venus et que le président de la République a organisé ces 3 référendums. Il s'agit désormais d'avoir un projet de la Nouvelle-Calédonie dans la France en respectant sa grande autonomie, en voyant si effectivement davantage on peut donner des compétences nouvelles aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, se poser d'ailleurs la question de savoir si ces institutions fonctionnent correctement et en garantissant évidemment, puisque c'est dans la Constitution française, le droit à l'autodétermination. Encore faut-il définir qu'est-ce que ce droit et quand peut-on l'exercer. Donc on doit sortir d'incertitude, garder la Nouvelle-Calédonie dans la France puisque ça a été choisi comme ça par les Calédoniens et respecter évidemment la trajectoire qui avait été définie par les accords de Nouméa avec une autonomie de plus en plus grande et permettre ce développement économique. Ensuite, il y a le corps électoral. On ne peut pas continuer, puisque désormais cette séquence électorale des 3 référendums est finie, à avoir des gens qui, depuis 1998, ne puissent pas voter aux élections, et notamment aux élections provinciales. Donc j'ai aussi dit à tous les Calédoniens, aux indépendantistes comme aux non-indépendantistes, que nous tiendrons, puisque c'est ça une grande démocratie, les élections à l'heure, en mai 2024, avec un corps électoral qui sera modifié, pour permettre aux gens qui sont là depuis très longtemps de pouvoir voter. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, et nous cherchons un accord, notamment avec les indépendantistes, pour connaître comment on modifiera ce corps électoral, et il faut que nous le fassions avant l'été pour que tous les Calédoniens puissent exercer ce droit de vote. Et puis enfin, il y a les situations locales. Nous voyons les difficultés que peut avoir le gouvernement local. Moi, je n'ai pas à les commenter. C'est le sujet des Calédoniens avec leur gouvernement. Je suis à la disposition, bien évidemment, de la demande que peuvent faire les femmes et les hommes politiques locaux. Mais nous ne sommes pas là, Jean-François Carinco et moi, pour régler le problème des Calédoniens à la place des Calédoniens. Quand on veut gérer, quand on veut l'autonomie, on doit prendre ses responsabilités. C'est un rapport qu'ont les Calédoniens avec leur gouvernement. Darmanin, je reviens justement sur ce corps électoral. Vous dites clairement aux indépendantistes que le corps électoral des provinciales pourrait être ouvert s'il n'y a pas d'accord politique et que le gouvernement pourrait prendre ses responsabilités. Est-ce que c'est une menace ? Non, mais c'est le droit constitutionnel et c'est même le droit européen. Chacun comprend que le corps électoral a été gelé pour une raison particulière et tout à fait compréhensible, qui était cette situation des 3 référendums depuis l'accord de Nouméa et puis avant celui-ci, l'accord de Matignon. Mais dans aucune démocratie au monde, des gens qui restent de très nombreuses années, là je vous le dis depuis 1998, c'est-à-dire plus de 20 ans sur un territoire, ne peuvent pas voter, ça n'existe nulle part. Et quand bien même d'ailleurs la Nouvelle-Calédonie serait indépendante, elle serait bien obligée de naturaliser, de donner la citoyenneté à des gens qui sont depuis très longtemps sur le territoire national. Je rappelle qu'en France métropolitaine, je suis ministre en charge de naturalisation, par exemple, c'est 10 ans. Et donc nous devons comprendre que désormais ce corps électoral doit être dégelé. Alors évidemment, nous ne sommes pas là pour faire du passé table rase, nous ne sommes pas favorables a priori à l'ouverture générale du corps électoral. D'ailleurs, je constate que peu de gens le demandent, mais il faut discuter d'un accord politique. Combien d'années faut-il être en territoire calédonien pour pouvoir voter ? C'est une discussion intéressante et nous devons la mener très rapidement avec les indépendantistes et les non-indépendantistes. Si nous ne nous mettons pas d'accord, le gouvernement de la République, puisqu'il a en charge le droit électoral, prendra ses responsabilités. Et nous ne convoquerons pas les électeurs pour les provinciales de mai 2024 avec un corps électoral restreint. Donc je l'ai dit, chacun va prendre désormais ses responsabilités. Nous sommes là pour humilier personne, on va là pour écouter tout le monde, mais on doit pouvoir écouter tous ces gens qui sont en Calédonie depuis très longtemps et qui veulent voter, c'est légitime. Je constate d'ailleurs qu'ils le font pour les élections communales
il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas pour leurs élections provinciales. Dernière question sur ce sujet, Monsieur le ministre. Donc pour y arriver, vous pensez à une révision constitutionnelle sans consensus local si les indépendantistes ne venaient pas à se mettre d'accord? Si, moi je pense que nous nous mettrons d'accord. Il faut évidemment du temps. Moi je suis là pour écouter notamment les partis indépendantistes. J'ai le plus grand respect pour leur engagement et le congrès du FNKS a tenu sa promesse puisqu'il a désigné évidemment des personnes pour pouvoir discuter avec le gouvernement de la République et cette bilatérale s'est tenue officiellement voilà 2 jours. Donc c'est une très bonne chose. Ensuite, je respecte leur volonté de garder un droit à l'autodétermination. C'est dans la Constitution de la République française. À nous de définir ce qu'est ce droit à l'autodétermination. À nous de définir aussi le projet pour la Nouvelle-Calédonie. Parce que pendant que nous posons ces questions institutionnelles, qui sont certes importantes, il y a des questions climatiques. UVA va connaître des difficultés, vous le savez bien, dans les années qui viennent du fait du réchauffement climatique. Il y a des difficultés économiques. Partout dans le monde, quand on a du nickel, on gagne de l'argent, sauf en Nouvelle-Calédonie. Il y a des difficultés évidemment sociales. Je pense que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie voit ce que c'est aujourd'hui. L'État français est là pour aider. L'État français est là pour accompagner, l'État français est là pour investir. Et par ailleurs, nous tendons la main, et je vois que cette main est serrée. Je veux dire aux femmes et aux hommes de bonne volonté de la Nouvelle-Calédonie que nous devons dessiner ensemble ce projet, dans la trajectoire dessinée par les accords de Nouméa, en respectant tout le monde, en expliquant pour notre part ce que c'est d'être français en Nouvelle-Calédonie, ce que la France a comme projet pour la Nouvelle-Calédonie. Le président de la République, d'ailleurs, qui tous les jours s'intéresse à ce sujet que je vais rencontrer dès mon retour demain, viendra en Nouvelle-Calédonie cet été. Et ce sera aussi l'occasion, sans doute, de faire un bilan de l'action et des discussions que nous commençons à entreprendre aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail, mais c'est avec beaucoup de bonne volonté que Jean-François Carinco et moi-même sommes à la table des discussions avec les indépendantistes et avec ceux qui ne sont pas indépendantistes. Gérald Darmanin, restez encore avec nous en visite au siège de la province Nord. Les négociations entre les indépendantistes et les loyalistes ou encore un état des lieux de la SLN. Votre visite ces derniers jours a été marquée par des instants clés pour le pays. Le récit d'Aurélien Paul. C'est notre fleuron. L'industrie du nickel, 1/5 des ressources mondiales. Mais les usines vivent sous perfusion de l'État. 297 milliards de francs d'aide ces dernières années. C'est le premier message de Gérald Darmanin en province Nord. Ça fera quasiment 2 milliards d'euros qu'en 6 ans, l'État français, alors que ce n'est pas sa compétence, apporte un soutien évidemment au nickel calédonien, a dit que pendant toute cette année 2023, il devait désormais y avoir un projet industriel nouveau, sinon nous n'aiderons plus évidemment le nickel en Nouvelle-Calédonie. Dernière aide en date il y a 2 semaines, 5 milliards de francs à la SLN. Mais cela suffira-t-il? En visite imprévue à l'usine, le ministre annonce une mission d'audit de l'État sur le modèle économique du nickel. Pour nous donner un état des lieux économique, social, environnemental et évidemment de comparaison mondiale, pour que nous puissions, dans les discussions que nous avons, avoir le New Deal, si j'ose dire, du nickel en Nouvelle-Calédonie, pour que la Nouvelle-Calédonie regarde son avenir sereinement. Mais voilà sa mission la plus difficile. Renouer le dialogue entre indépendantistes et non-indépendantistes, afin de les réunir à Paris en avril, pour négocier l'avenir du pays dans la Constitution. Impointant les débats, le dégel du corps électoral pour les provinciales l'an prochain. Les provinciales ne peuvent pas se tenir avec le même corps électoral. Faute d'accord, le gouvernement prendra ses responsabilités. Réponse des indépendantistes. C'est pas le moment de faire des annonces comme ça, hein. Néanmoins il les a fait. Nous on reste sur le corps électoral actuel. Il n'y a pas de raison qu'on l'ouvre parce qu'on est encore dans l'accord de Nouméa. On discutera, on trouvera des solutions, mais pour nous c'est clair que le corps électoral ne doit pas être ouvert. Un désaccord, signe d'un chemin sinueux jusqu'en 2024. Pour arriver au bout, une seule solution, que tous les camps discutent autour d'une table. Alors l'avenir de la filière nickel est l'autre gros dossier de votre visite. Vous dites que l'État ne donnera plus d'argent aux usines de nickel tant qu'il n'y a pas de projet industriel pensé et réfléchi. Comment comptez-vous impulser ce projet que vous souhaitez pour 2023 ? Bon, d'abord, il y a eu un moment très important aujourd'hui puisque Paul Néautine a bien voulu nous recevoir et je le remercie. Le gouvernement de la République, Jean-François Carinco et moi-même, et la présidente Sonia Backès. Ça fait très longtemps que les choses ne s'étaient pas passées ainsi pour avoir les constats du nickel en Nouvelle-Calédonie. Vous savez que c'est bien les présidents de province qui ont la gestion de ce grand sujet qui permet de créer de la richesse et beaucoup de richesse
pour les Calédoniens. Nous avons 3 grands sujets. Le premier sujet, c'est les usines, leur fonctionnement, leurs procédés industriels et leurs difficultés. Alors avec leurs actionnaires, et évidemment, on l'a bien vu, c'est encore l'État français qui a sauvé une nouvelle fois la SLN en début d'année. Nous avons un deuxième sujet qui est évidemment un sujet énergétique. Pour produire du nickel, il faut de l'énergie pas chère et si possible l'énergie qui n'est pas polluante. Aujourd'hui, c'est du diesel, du fioul ou du charbon qui produit une énergie à la fois chère et carbonée, très mauvaise pour l'environnement. Il faut transformer ça évidemment. Et puis un troisième sujet se pose la question de qu'est-ce que ça rapporte à la Nouvelle-Calédonie que d'exploiter la terre, et parfois des inconvénients à exploiter cette terre, manifestement pas assez de recettes fiscales, et alors que tous les autres pays du monde arrivent à vivre du nickel, la Nouvelle-Calédonie n'y arrive pas. C'est donc il y a bien quelque chose qui ne marche pas. Et donc aujourd'hui, cette journée de constat faite avec le président Naoutine, qui a été extrêmement positif, et avec de très grosses propositions que nous avons accepté d'étudier, et la présidente Backès qui là aussi est au rendez-vous de ce moment très important, nous avons fondé beaucoup d'espoir, d'autant que, vous le savez, il y a une mission parisienne qui vient aider la Nouvelle-Calédonie pendant 3 mois à réfléchir, à rencontrer les acteurs, à nous faire des propositions. Pour décembre prochain, nous devons avoir cette stratégie industrielle qui permet de faire ce New Deal et aider les Calédoniens de vivre du fruit de leur terre. Monsieur le ministre, justement, quel va être le rôle de la mission gouvernementale que vous allez envoyer ici ? D'abord, elle viendra dès le lendemain de mon départ, puisque dès le 8 mars, elle est présente sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Elle va évidemment faire un constat général, c'est l'Inspection générale des finances, c'est une très grande administration qui va venir aider la Calédonie et notamment les provinces à avoir cette stratégie. Elle va proposer des scénarios et nous devons discuter politiquement ensuite de ces scénarios. Nous avons convenu avec le président Naoutine et la présidente Backès de se revoir très vite au mois d'avril à Paris puis ensuite à Nouméa début mai pour travailler ces scénarios. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le nickel, c'est l'or de la Nouvelle-Calédonie. Des réserves quasiment inépuisables. Et pour autant, nous voyons bien qu'il y a des défauts dans le fonctionnement général, dans les choix stratégiques qui ont été faits hier, et des ouvriers, moi je veux le dire, du nickel, des mines comme des usines, extrêmement courageux. J'ai rencontré les responsables syndicaux, qui ont remercié d'ailleurs l'État français. Parmi eux, il y avait des indépendantistes, et qui ont dit, sans vous l'État français, nous ne serions plus là, nous voulons être à la hauteur, et moi j'invite tout le monde en Nouvelle-Calédonie à être à la hauteur du courage de ces ouvriers pour que la richesse du nickel redescende directement en Nouvelle-Calédonie pour produire, pour avoir un bon système de sécurité sociale, pour avoir un bon système économique, pour baisser, si c'est possible, la fiscalité et pour permettre le changement climatique que la jeunesse de Nouvelle-Calédonie attend depuis longtemps. Gérald Darmanin, vous étiez au Vanuatu ce matin. Quel est l'état de l'archipel au lendemain de ces 2 cyclones et comment s'organise l'acheminement de l'aide humanitaire ? D'abord, ce matin, j'étais très fier qu'à la demande du président de la République, Emmanuel Macron, nous puissions apporter, avec l'Australie, le premier pays avec l'Australie, à apporter une aide humanitaire extrêmement importante à nos amis du Vanuatu. Vous le savez, un bâtiment de la Marine nationale est arrivé ce matin à 8h à Port Vila. Nous sommes venus nous-mêmes en avion avec des vivres et d'autres avions arrivent dans la nuit et demain pour aider le gouvernement du Vanuatu et sa population qui souffre. Fort heureusement, à notre connaissance, il n'y a pas de victimes, c'est ce que m'a dit monsieur le Premier ministre, mais beaucoup de paysages de désolation, des arbres arrachés, des toits qui sont envolés, plus d'électricité. J'ai rencontré le Premier ministre dans des conditions évidemment sommaires et nous voulons apporter notre soutien, non seulement aujourd'hui, ici et maintenant au Vanuatu, mais dans sa reconstruction. Et j'étais très fier que la France, ça a été remercié par le gouvernement du Vanuatu, soit présente avec le pays qui est notre voisin. Et nous voulons leur dire à tous les concitoyens du Vanuatu qui sont ici en Nouvelle-Calédonie et tous ceux qui nous regardent que nous les soutiendrons dans les mois et dans les années qui viennent. Alors, par votre déplacement au Vanuatu, vous avez peut-être été vu comme ambassadeur de la fameuse stratégie Indo-Pacifique de la France, celle lancée par Emmanuel Macron ici même en Nouvelle-Calédonie en mai 2018. Une stratégie qui se justifie par la présence française dans ces territoires du Pacifique et pour laquelle la France doit apprendre à développer prudence et diplomatie, à en croire le professeur Semir Alwardi de l'Université de Polynésie française. Il est interrogé par Sylvie Méhoun. On l'écoute. Cet avion militaire arrive de Nouméa. À son bord, 500 rations de combat. Un peu plus loin, sur le tarmac de l'aéroport de Port Vila, 2 gros porteurs australiens remplis d'aide humanitaire pour le Vanuatu. Les 2 cyclones ont fait beaucoup de dégâts. Un journaliste local nous explique la situation.
Le peuple souffre vraiment depuis mercredi. À Port-Vila, les gens ont perdu leur maison, leurs biens. Et on a eu également le problème d'inondation dans plusieurs endroits de la ville. Mais nous sommes résilients. Ça fait des années. Annuellement, on reçoit des cyclones. On a l'habitude de recevoir des cyclones et puis des tremblements de terre. Dans le hall de l'aéroport, encore inondé, des militaires du régiment de Ploum, des pompiers de la sécurité civile de Nouméa attendent des informations pour coordonner leur aide à la population. Ces touristes australiens ont trouvé refuge dans cet hôtel. Le leur a été fortement endommagé. Il a commencé à pleuvoir à midi. Vers 19h30, les baies vitrées se sont ouvertes. On a bloqué la porte avec un lit et une chaise. Et tous les murs se sont fissurés. Nous nous sommes réfugiés dans les toilettes. Nous avons dormi dans la baignoire, protégés par 2 chaises. Nous nous sommes protégés avec la porte de la douche. C'est dans ce chaos que Gérald Darmanin vient en visite officielle. Rencontre avec les représentants du Vanuatu pour discuter soutien économique, sécurité, influence de la Chine et aide humanitaire. Le navire d'Entrecasteaux apporte 4 conteneurs avec du matériel d'urgence destiné à l'île de Tanna. Nous avons, la France, à la demande du président de la République, tout de suite dépêché d'abord le bateau de la Marine nationale que vous voyez derrière, qui est arrivé ce matin à 8h du matin à Port-Vila pour apporter des vivres, des stations d'épuration d'eau, 3 exactement, mais également une vingtaine de militaires et d'agents de la sécurité civile qui sont venus tout de suite apporter leur soutien à la population du Vanuatu. Et nous avons aussi fait un pont aérien, puisque ce matin, vous l'avez sans doute vu, un avion est arrivé avec une tonne notamment de rations alimentaires à la demande du gouvernement du Vanuatu, et d'autres avions arriveront dans les heures et les jours qui viennent. Catastrophe naturelle et visite ministérielle, au Vanuatu se télescope, l'occasion pour la France de renforcer son influence dans la zone Indo-Pacifique. Voilà, nous n'écouterons pas le commentaire du professeur Alwardi sur l'axe Indo-Pacifique, mais Monsieur le ministre, ces images étaient tournées ce matin lors de votre visite au Vanuatu. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation.